Ah oui, oui, j'ai toujours dit que Salvador Dali, comme son propre nom l'indique, est destiné à rien d'autre que de sauver la peinture actuelle du chaos et du néant. Salvador Dali a signé des feuilles blanches, des milliers de feuilles blanches. Entre 1976 et 1977, près de 20 000 feuilles auraient porté sa signature. L'œuvre n'existait pas encore, juste du papier et sa signature. C'est là que le scandale a commencé. 50 ans plus tard, son marché en porte encore les stigmates. Acheter une estampe de Dali aujourd'hui, c'est entrer dans un véritable labyrinthe. Mais alors, pourquoi Dali a-t-il signé ces feuilles blanches et comment cette affaire continue-t-elle de semer le doute autour de son nom? Bienvenue sur Art Shortlist, la chaîne qui parle d'art autrement. Aujourd'hui, Salvador Dali, les feuilles blanches et le scandale qui a transformé son marché en terrain miné. Avant de signer les feuilles blanches, Dali avait compris quelque chose d'essentiel. Au XXe siècle, un artiste ne peut plus se contenter de rester enfermé dans son atelier pour travailler, il doit se faire voir dans les journaux, à la radio, à la télé, pour entrer dans l'imaginaire collectif. Et sur ce point, Dali avait plusieurs longueurs d'avance sur ses concurrents. Sa moustache était devenue aussi célèbre que ses tableaux, et chacune de ses apparitions attirait l'attention. Dali ne subissait pas sa célébrité, il la construisait avec méthode, talent et une bonne dose de provocation. Dès 1945, le cinéaste Alfred Hitchcock lui a confié la conception de la spectaculaire séquence de rêve de la maison du docteur Edwards. Je te propose de regarder quelques séquences de cette scène imaginée par Salvador Dali. Tu vas voir à quel point elle est incroyable. À la même époque, il travaillait avec Walt Disney sur Destino. Il s'agit d'un court-métrage surréaliste imaginé en 1946, mais qui restera inachevé pendant plus de 50 ans. Disney reprend finalement le projet et le dévoile en 2003, 6 minutes fascinantes où l'univers de Dali prend vie. Si jamais tu veux voir ce court-métrage en intégralité, je te mets le lien dans la description de la vidéo. En 1969, il a même imaginé le logo des fameuses sucettes Chupa Chups. Du cinéma à la publicité, Dali était partout. Il était connu bien au-delà du monde de l'art. La frontière entre l'artiste et le personnage devenait de plus en plus floue. Il suffisait de le voir dans la célèbre publicité Lanvin à la fin des années 60. Regarde. Je suis fou du chocolat Lanvin. Ah, je suis fou du chocolat Lanvin, cette publicité a marqué toute une génération. Mais figure-toi que tout le monde n'applaudissait pas le spectacle proposé par Dali. André Breton, figure centrale du surréalisme, supportait très mal cette célébrité que Dali semblait cultiver comme une œuvre à part entière. Il lui a donné un surnom qui est resté célèbre, Avida Dollars, un anagramme de Salvador Dali, autrement dit, Dali, l'homme avide de dollars. La charge d'André Breton était particulièrement féroce, mais Dali savait faire une chose mieux que personne, transformer une critique en carburant pour sa propre légende. Interrogé sur son rapport à l'argent, il répondait qu'il aimait sa femme Gala plus que tout, et juste après Gala, l'argent. La formule prête à sourire, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Dali avait compris avant beaucoup d'autres que l'art moderne ne se jouait plus seulement sur la toile,
il se jouait aussi dans l'image publique, dans le personnage, le nom. Et le nom Dali était devenu immense, si immense qu'un jour, une simple signature allait presque suffire à faire vendre. C'est là que l'affaire des feuilles blanches a vraiment commencé. Petite pause dans cette vidéo pour vous annoncer que Art Shortlist vient de lancer sa page Tipeee. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne et nous aider à continuer à produire toujours plus de vidéos. Merci par avance pour votre soutien et maintenant, on repart à la découverte du scandale des feuilles blanches de Salvador Dali. Pour comprendre le scandale des feuilles blanches, il faut d'abord comprendre ce qu'est une estampe. Une estampe, ce n'est pas juste un poster. C'est une véritable œuvre d'art reproduite grâce à des techniques d'impression bien connues, comme la gravure, la lithographie ou l'eau forte. Pour commencer, l'artiste crée une image originale qui servira de modèle, puis un éditeur organise et supervise le tirage. Le nombre d'exemplaires est donc décidé à l'avance. Chaque feuille est numérotée et on trouve parfois quelques épreuves d'artistes ou hors commerce en complément, mais la règle reste toujours la même. On sait exactement combien d'exemplaires existent et l'artiste signe généralement les feuilles une fois l'impression terminée. Pour les collectionneurs, c'est une formidable porte d'entrée dans l'univers d'un grand artiste à un prix souvent plus accessible qu'une œuvre unique. Pour Dali, dont la notoriété explosait dans le monde entier, c'était un terrain de jeu idéal. Pendant des décennies, les éditions signées Dali trouvaient facilement des acheteurs. Puis la machine a commencé à se gripper, les éditeurs autour de l'artiste se multipliaient, les intermédiaires aussi, et la demande, elle continuait d'exploser. Le nom de Dali valait désormais tellement cher que certains ont commencé à s'intéresser davantage à la signature plutôt qu'à l'œuvre elle-même. La signature devenait un produit, et à partir de là, le système Dali a commencé à dérailler. À ce stade, une question peut se poser. Pourquoi Dali a-t-il accepté de signer autant de feuilles blanches? Eh bien, c'est assez simple, c'est parce que tout le monde autour de lui y trouvait son compte. Les éditeurs vendaient, les intermédiaires prenaient leur commission, et les collectionneurs avaient envie d'acheter. Dans les années 70, la demande pour ces estampes était devenue gigantesque. Le marché en voulait toujours plus, alors la production suivait. Et forcément, le contrôle des tirages devenait de plus en plus compliqué à mettre en place. Certaines sources racontent que des assistants faisaient défiler les feuilles devant Dali à la chaîne, une feuille, une signature, feuille suivante, signature suivante. L'image a quelque chose de presque comique, presque surréaliste. On imagine Dali transformé en imprimante de luxe. Entre 76 et 77, Salvador Dali a signé environ 17 500 feuilles destinées à une série de tarots. 17 500. Prends une seconde pour visualiser ce chiffre. À raison d'une signature toutes les 3 secondes, il faudrait plus de 14 heures non-stop pour arriver au bout. Personne ne pouvait réellement savoir ce qui allait arriver à chacune de ces feuilles signées. Certaines seraient utilisées pour des éditions parfaitement légitimes, mais ce qui est fou, c'est que la signature de Dali donnait l'impression que tout était sous contrôle, alors qu'en réalité, le contrôle commençait justement à disparaître. Sans le savoir, Dali venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Est-ce que vous connaissiez déjà cette histoire des feuilles blanches de Dali? Avez-vous en tête d'autres scandales du même genre avec d'autres artistes? Dites-moi ça en commentaire. Dans les années 1980, Salvador Dali est encore vivant, mais son état de santé se dégrade fortement. Affaibli physiquement et de plus en plus dépendant de son entourage, il travaille moins et apparaît rarement en public. À mesure que son influence directe s'estompe, la gestion de son œuvre et de son image échappe progressivement à son contrôle. Attention, tout n'est pas faux ou douteux chez Dali à cette période, mais avec cette affaire des feuilles blanches, un épais brouillard s'est abattu sur son œuvre. Et ce qui est dingue, c'est que de ce brouillard ont émergé des situations complètement folles. La feuille blanche est devenue l'excuse parfaite pour les escrocs. Je t'explique. Face à une estampe douteuse, les faussaires disposaient d'un argument redoutable. Il leur suffisait d'affirmer « Oui,
Dali avait signé la feuille à l'avance, donc c'est bien lui. C'est astucieux, mais c'est précisément là que tout se complique quand tu es acheteur. Car une signature ne règle rien, elle ouvre au contraire une série de questions. Celle qui me vient en tête, c'est l'œuvre a-t-elle été réellement réalisée à l'initiative de l'artiste? L'éditeur est-il légitime? La technique utilisée est-elle cohérente avec la production de l'artiste? Ou alors, l'œuvre est-elle répertoriée dans les ouvrages de référence de l'artiste? Tu vois, les pièges, ils sont nombreux, ça donne un petit peu la migraine, parce qu'une fausse signature, c'est déjà un problème sérieux. Mais une signature qui est authentique, apposée sur une œuvre problématique, c'est encore plus pervers. Parce qu'elle inspire confiance, tu regardes la feuille, tu vois une signature Dali, tu te dis « Ok, c'est bien lui », et bien justement, chez Dali, c'est souvent là que les ennuis commencent. John Peter Moore, ancien secrétaire de Dali et devenu l'un de ses agents, incarne très bien cette zone grise, puisqu'en 1999, la police espagnole a mené des perquisitions liées à son entourage et a saisi plus de 10 000 estampes, mais aussi des peintures et une sculpture que l'on attribuait à Salvador Dali. L'année suivante, The Art Newspaper a rapporté une autre découverte pour le moins troublante. 80 plaques de cuivre et 612 exemplaires des Caprichos de Goya, métamorphosés par Dali. Les Caprichos, ce sont des gravures célèbres réalisées par Francisco de Goya à la fin du XVIIIe siècle. Dali les avait réinterprétées 2 siècles plus tard. Quand on parle d'estampes, selon la technique, on parle de plaques, de pierres ou de matrices. C'est littéralement la source de l'image. Si une matrice qui aurait dû être détruite est conservée, elle peut servir à produire de nouveaux tirages. Et si elle continue à produire de nouveaux tirages, alors le marché n'a plus la possibilité de savoir où s'arrête l'œuvre. C'est pour ça que le cas de Dali est si problématique. Ce n'est pas seulement un faussaire qui imite une signature dans un coin comme on a l'habitude de le voir dans le monde de l'art, c'est autre chose. Si ces enquêtes sur le marché de l'art et ces zones d'ombre t'intéressent, pense à t'abonner à Art Shortlist et à laisser un like à cette vidéo. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Vous êtes nombreux à être arrivés ces dernières semaines, nombreux à partager vos regards et parfois même vos désaccords. Continuez comme ça, on est là pour échanger sur l'art dans la bonne humeur et dans le respect. Merci à tous pour votre soutien, la communauté Art Shortlist prend forme sur YouTube. Vous assurez, je vous applaudis. Maintenant, question concrète. Si demain tu te retrouves nez à nez avec une estampe signée Dali et que tu as vraiment envie de l'acheter, tu regardes quoi en premier pour ne pas te faire avoir? Je te rassure, c'est pas si compliqué, c'est même à la portée de tout le monde, à condition d'avoir les bons réflexes. Le premier réflexe est probablement le plus contre-intuitif. Lorsque tu tombes sur une œuvre multiple attribuée à Dali, ne commence surtout pas par regarder la signature. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons tous face à une œuvre d'art. On cherche la signature, c'est naturel. Et avec la plupart des artistes, c'est une démarche tout à fait saine, tout à fait pertinente. Mais je te le rappelle, Salvador Dali est un cas à part. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, l'œuvre qui est juste derrière n'est pas signée. Tu te demandes peut-être qui est l'auteur. Si tu as une idée, mets le nom de l'artiste en commentaire, on verra qui trouvera la réponse en premier. C'est pas facile. Pour Dali, c'est simple. Avant de regarder la signature, tu dois d'abord situer l'œuvre dans sa production. Commence par trouver son titre, sa date de création, la technique, le format et surtout le nombre d'exemplaires. Le plus important est de chercher ses références bibliographiques. C'est ce qui va te permettre de vérifier si l'œuvre est bien documentée et reconnu dans les catalogues de référence. Pour l'œuvre graphique de Dali, il y a une référence importante à considérer. C'est le catalogue d'Albert Field, qui est le catalogue officiel de l'œuvre graphique de Salvador Dali, publié en langue anglaise en 1996. Dans une notice de vente sérieuse, tu peux parfois voir une référence Field suivie d'un numéro. Et ça, c'est déjà un bon point de départ pour vérifier que l'image annoncée correspond bien
à une œuvre répertoriée. Autre référence importante pour Dali, les catalogues de Ralph Michler et Lutz Lobsinger, notamment pour les eaux fortes, les techniques mixtes, les lithographies et les bois gravés. Là encore, si tu vois Michler et Lobsinger ou M/L dans une fiche de vente, ce n'est pas une garantie magique, mais c'est déjà un super point de départ. En gros, un catalogue raisonné confirme qu'un tirage existe dans l'œuvre de l'artiste, mais il ne garantit pas que l'exemplaire que tu as devant toi est bien authentique. Et je le répète souvent dans mes vidéos, la provenance, c'est vraiment votre meilleur allié pour vous faire une idée. Avant d'acheter une œuvre, prenez toujours un moment pour regarder d'où l'œuvre vient et si son historique tient la route. C'est un réflexe hyper simple, mais qui peut éviter bien des mauvaises surprises. Maintenant, parlons certificat d'authenticité. Là aussi, on entend un peu tout et n'importe quoi. Je te le dis tout de suite, un certificat tout seul ne prouve rien. Pour savoir s'il a une réelle valeur, il faut d'abord se demander qui l'a rédigé et dans quel contexte. L'œuvre est-elle décrite avec précision sur le certificat? Le tirage est-il mentionné? La technique est-elle cohérente? Les références sont-elles exactes? Toutes ces questions sont essentielles quand on a un certificat d'authenticité sous les yeux. Il faut savoir que la fondation Gala Dali précise sur son site internet que son service d'authentification concerne uniquement les œuvres uniques. Donc, elle ne se prononce pas sur les estampes. Et après tout ce qu'on vient de voir ensemble, on peut difficilement leur en vouloir. Donc si tu envisages d'acheter une estampe de Dali, tu ne pourras pas compter sur la fondation pour trancher la question de l'authenticité à ta place. Il faudra mener l'enquête de ton côté. Et au passage, pense à liker la vidéo, tu pourras ainsi la retrouver facilement si un jour tu décides de te lancer dans l'achat d'une estampe de Dali. S'il y a une leçon à retenir de cette histoire des feuilles blanches, c'est celle-ci. Chez Dali, une signature peut faire rêver, mais elle ne doit jamais endormir ton esprit critique. Et si tu veux éviter ce genre de piège quand tu achètes une œuvre d'art, va voir notre dernière vidéo sur les erreurs qui font perdre le plus d'argent aux collectionneurs. Je pense qu'elle va beaucoup te plaire. Clique juste ici et on se retrouve de l'autre côté.